Dans le prochain numéro que j'avais couvert brièvement en classe, on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des objets qui sont superposés et ça va être une belle occasion de glisser euh, des éléments de compréhension sur les problèmes de friction par la suite. Donc ici, je vais avoir des blocs superposés. On va y aller élément par élément pour aller identifier. On va prendre une règle ici, ça va nous aider un petit peu. On va y aller élément par élément pour aller identifier toutes les forces sur ce problème-ci. Donc on va dire ici que ça a une masse 1, ça a une masse 2. Pour ce genre de problème-là, c'est très personnel. J'aime commencer à partir du haut pour aller vers le bas parce que typiquement, mon objet, ça aurait pu être du bas vers le haut, mais mes objets aux extrémités vont avoir une seule force sur eux. Ou du moins un nombre limité de forces. Donc, pour éviter d'avoir trop d'éléments croisés, j'aime partir à une extrémité et revenir vers le centre. La première force qui est facile à identifier, c'est la force exercée par la gravité sur mon objet 1. Donc ici, j'ai un poids qui est exercé vers le bas. Ce poids-là va être donné par M1 fois la constante gravitationnelle. Vous allez voir, là, j'écris pratiquement toujours M1G plutôt que le poids. Je trouve que d'avoir une variable seulement pour cette étape-là, c'est pas nécessairement toujours utile. Je vais avoir une autre force en sens contraire ici. Parce que mon bloc reste immobile. Donc je sais déjà d'avance que je vais avoir une force qui va être exercée vers le haut. Et cette force-là, c'est la force exercée par ma masse 2 sur ma masse 1. On va même l'enlever ici pour que ce soit bien clair. De ma masse 2 sur ma masse 1. D'autre part, je sais que je vais avoir sur ma masse 1 une force vers le bas. Je vais avoir la force de ma masse 1 sur la masse 2. Si ici j'ai une force vers le haut qui est causée par ma masse 2, ça veut dire que je dois avoir une force en sens contraire. En plus de ça, ma masse 2 a un poids elle aussi. Donc je vais avoir une force vers le bas qui va être égale à son poids, donc à M2 fois G. Comme ici, ce qui m'intéresse, c'est la flèche. J'indique clairement que ce que j'ai, ce sont des vecteurs. Je vais mettre mes flèches par-dessus chacun des éléments. Pour l'instant, ici, j'ai deux flèches vers le bas. Mon objet, mon bloc, je sais qu'il est immobile. Il est déposé sur une surface. C'était sous-entendu. Je vais juste m'assurer de bien le dessiner ici. Pour des objets qui ne sont pas libres de se déplacer, des objets qui sont fixes, vraiment fixés en place, je vais souvent le noter avec des traits transversaux comme ça. Ici, je vais avoir une force vers le haut qui va être la force du sol sur mon bloc 2. Donc, c'est la force de réaction du sol qui empêche mon bloc de passer à travers ce dernier. Et finalement, je vais avoir la force exercée par mon bloc 2 sur le sol. Je pourrais donner des masses ici pour venir résoudre. Souvent, ça va être le genre de problème que j'aime poser en problème plus pour ce qui est du dessin. Je vais vous demander de m'identifier, par exemple, toutes les forces qui sont ici. Quelle que soit la suite du problème, ce qu'on va vouloir aller faire ensuite, c'est d'aller faire nos diagrammes d'écart libre. On va vouloir prendre chacun de nos objets séparément et aller faire un diagramme qui représente les forces exercées sur cet objet-là. Donc, je vais commencer par la masse 1.
Ma masse 1 a un diagramme très simple. J'ai mon bloc. Je vais mettre mes forces en rouge. Il y a la masse 1 fois G vers le bas et la force de 2 sur 1. Ici, ça devrait être de 2 sur 1 vers le haut. Sur ma masse 2, j'aurai, faire le carré en bleu. Sur ma masse 2, j'ai 3 forces qui sont exercées, 2 forces vers le bas. Qui n'ont pas nécessairement la même grandeur. J'aurai M2G et la force de 1 sur 2. Et vers le haut, j'aurai la force du sol sur 2. Et finalement, sur le sol, j'aurai uniquement la force de 2 sur le sol. Donc, si on part le problème d'ici, on pourra aller résoudre et aller chercher les valeurs de toutes les forces. Tiens, allons-y. Donnons-nous des valeurs. Si M1 est égal à 1 kg, M2 est égal à 3 kg, voyons ce que ça nous donne. Donc, M1, ici, j'aurais ma somme des forces en Y, qui serait égale à la masse fois l'accélération. Donc, la masse 1 fois l'accélération en Y de 1. Ici, je sais déjà que mon accélération est égale à 0, car mon objet est immobile. Ou du moins est immobile en Y. Donc ici, je peux identifier quelles sont mes composantes en Y de mes forces. Je vais avoir plus F2 sur 1, F de mon bloc 2 sur mon bloc 1, moins M1 fois G, qui serait égal à 0. Et là, toujours, je vous invite à noter ça ici. Je passe de mes vecteurs ici à des composantes. Ce que j'ai ici, c'est la composante de chacune des forces, la composante de ce vecteur-là qui est positive et la composante de ce vecteur-là qui est négative. Donc, j'ai toujours le moins qui vient s'ajouter. C'est la somme de toutes les composantes. Et ici, j'ai que M, ma force de 2 sur 1, va être égal à M1G. Et là, je pourrais aller mettre les chiffres. 1 fois 9.8 égale à 9.8. Là, on a une force, donc 9.8 Newton. Je répéterai sensiblement la même opération sur le deuxième bloc. Somme des forces en Y est égale à la masse 2 fois l'accélération de la masse 2 en Y. Vous remarquerez ici, ça n'a pas vraiment d'importance le sens, l'ordre dans lequel je mets mes indices. Si je mets Y1, 2Y, a priori, j'ai tendance à mettre le Y ou le X à la fin normalement parce que c'est la composante d'un vecteur. Mais ça, c'est vraiment pas très très grave. Ici, on va avoir toutes nos forces. Donc si j'en ai 3, j'ai 2 composantes qui sont vers le bas, donc qui sont vers les Y négatifs. Ici, ensuite, nos tracés. En pointillé, je vais mettre mes axes.
Et sous-entendu ici, j'ai mes x positifs, mes y positifs vers le haut. Donc j'ai vers le haut f du sol sur le bloc 2, moins f du bloc 1 sur le bloc 2, et encore moins un autre élément, la force, moins la dernière force, masse 2 fois G. La somme de tout ça va être égale à M2 fois l'accélération de 2 en Y. Mais mon accélération ici vaut, encore une fois, 0. Mon bloc 2 n'est pas en train de se déplacer. 0, car immobile. Ici, ma petite note est quand même très importante. C'est ça qui vient justifier pourquoi est-ce que ma variable prend une valeur donnée. Je vais également avoir le fait que F1 sur 2 est la même chose que F2 sur 1. Donc, de ma troisième loi, j'ai que F de 1 sur 2 est égal à F de 2 sur 1. Et on est chanceux, F de 2 sur 1, on vient de le calculer. Donc ici, je vais remplacer mes valeurs. 0 égale à, ce que je vais venir trouver probablement, ça va être la force du sol sur 2, qui va m'être donné ici, je crois. Mais des fois, il faut juste mettre les chiffres pour le découvrir. M2, je le connais, c'est 3 kg, fois 9,8 mètres par seconde carré. F de 1 sur 2, on l'a trouvé. Et ici, n'oubliez pas, c'est les normes qui sont égales. Donc, F de 2 sur 1, c'était 9,8. Donc, F de 1 sur 2, ça va être 9,8. Et il me reste F de S sur 2. Excusez-moi, ça commence à être petit. Et je trouve F de S sur 2. Je peux mettre les chiffres qui va être égal à 4 fois 9,8. Donc, ou je peux remplacer, mettre tout ça du même côté. 4. Ça va me donner 39,2. Ici, en théorie, si j'ai bien placé mes forces, je devrais toujours trouver des valeurs positives parce que ce que je suis en train de déterminer, c'est les normes des forces. Il va arriver à l'occasion, dans vos calculs, que vous trouviez une force négative. Si ça vous arrive ici, que vous avez tout au long de votre calcul, ou si vous êtes censé avoir la norme, vous trouvez quelque chose de négatif. Souvent, ce que ça veut dire, c'est que votre force aurait dû être en sens contraire. Vous avez fait votre dessin et sur votre dessin, vous avez mis votre force à l'envers. Donc, dès que vous trouvez quelque chose, une valeur de négative ici, prenez 2 petites secondes pour aller vérifier à travers vos calculs si vous avez bien placé au début, si c'est cohérent le fait que vous ayez une force en sens contraire. Sinon, l'autre raison, ça peut être une petite erreur de calcul qui s'est glissée à quelque part. Donc, on a notre deuxième force, on a la force du sol sur 2. Ben, pour le dernier élément, on avait somme des forces sur le sol en Y qui vont être égales à la masse du sol fois l'accélération du sol en Y. Ma force exercée, ça devrait être égal à, par la troisième loi de Newton. On va se mettre une petite note, troisième loi. Je vais avoir que F3, plutôt je vais avoir, donc on reprend ici. J'ai ma somme des forces en Y. Ma composante ici, j'ai seulement une composante négative. Donc, je vais avoir moins F2 sur S
qui est égale à la masse du sol fois l'accélération du sol en Y. Et je peux trouver directement quelle est la masse, quelle est la force de la troisième loi de Newton. J'ai que F de 2 sur S doit être égal à F de S sur 2. Et je vais avoir moins F de S sur 2 qui est égal à la masse du sol fois l'accélération du sol en Y. Et je pourrais mettre la valeur exacte, 39,2 Newton. Et là, je pourrais aller chercher l'accélération du sol. Et je sais que c'est contre-intuitif de dire ici, j'ai seulement une force qui est exercée sur le sol, mais normalement, on considère que notre sol ne se déplace pas. Cependant, je vous invite à vous questionner à savoir c'est quoi la masse du sol. Vous allez généralement trouver une réponse très très élevée. Il faut que vous considériez la masse de tout ce qu'il y a en dessous, sur quoi vous poussez, mais vous êtes en train de pousser sur la planète au complet. Ça ici, c'est tellement grand, on peut considérer que c'est presque infini par rapport au reste, que excusez-moi, pas mon accélération ici, mais ma masse plutôt, va être tellement grande que mon accélération, en fait, va tendre vers 0. Pour la deuxième partie du problème ici, je voudrais qu'on regarde simplement qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une force externe ici qui est appliquée et qu'on considère que mon bloc se déplace sur l'autre. On va considérer une situation avec frottement. Où les deux blocs restent groupés. On ne va pas aller faire les calculs, on pourrait le faire, mais pour l'instant, on va juste regarder, on va juste l'indiquer dans le diagramme des corps et on va discuter un petit peu de qu'est-ce qui se passe. Si mes blocs restent groupés, je sais que les deux vont avoir la même accélération et qu'il n'y aura pas de déplacement relatif d'un par rapport à l'autre. De plus, je suis dans une situation avec frottement, donc je sais que ici, à cette interface-là, je devrais avoir un glissement. Ici, je ne devrais pas en avoir. Donc, je vais m'indiquer tout de suite que je vais avoir ma force ici. Je devrais avoir une force vers l'arrière de frottement cinétique. Et le frottement cinétique est fait avec cette surface-ci. Donc, en toute logique, je devrais avoir force de frottement cinétique vers l'avant ici, exercée sur le sol. Et je vais avoir, sur mon objet en haut, il faut que j'ai une force vers l'avant qui soit exercée sur mon bloc 1 pour qu'il suive l'autre. Si ici, ça j'ai quelque chose qui accélère ici, on va se l'indiquer en orange. Comme j'ai pas le même, j'ai pas une force, je vais pas vouloir le mettre dans la même couleur, mais je vais mettre une flèche ici pour dire que j'ai une accélération vers l'avant. Ici, si j'ai une accélération, ben, il faut qu'il y ait une force qui cause cette accélération-là. Donc ici, ça veut dire que je vais avoir une force à l'interface, force de frottement. Ici, est-ce que mes surfaces glissent l'une sur l'autre? Non, mais à ce moment-là, je vais nécessairement avoir une force de frottement ici qui est un frottement statique. Cette force-là doit être causée par quelque chose. On pourrait se le mettre entre parenthèses si on veut. Dire ça, c'est la force de frottement statique qui est causée par mon bloc 2. Bloc 2 sur mon bloc 1. Alors que vers l'arrière, ici, j'aurais frottement statique de 1 sur 2. N'oubliez pas, vous avez toujours quelque chose qui crée votre force, quelque chose qui la subit. La seule situation où on n'a pas ça, c'est lorsqu'on parle par exemple de force externe. Mais comme on a
force externe, disons, est le poids. Le poids est toujours causé par la Terre. En théorie, on devrait considérer chaque fois la force que nous, on exerce sur la Terre, en plus de la force que la Terre exerce sur nous. Cependant, la Terre est tellement grosse que l'attraction que nous, on a sur elle est pratiquement négligeable. De la même façon, ici, quand j'ai des forces de frottement, elles vont venir en paire. Et l'autre situation où on va souvent pas considérer, c'est lorsqu'on a une force F externe. Il y a un effet causé, par exemple, par mon bloc 2 sur peu importe ce qui crée cette force-là, mais on ne va pas aller s'y intéresser, donc on va pouvoir juste mettre la valeur de F à ce moment-là. Donc ça fait le tour des forces que je devrais avoir ici. Je vais, pour ma force de frottement cinétique, je vais généralement utiliser directement l'équation. Je sais que ma force de frottement cinétique va toujours être égale à μc, qui devrait nous être donné, fois la normale. Et ici, je devrais avoir la force de frottement statique. On l'a écrit sur la mauvaise feuille. Frottement statique va dépendre du problème. Et on va la trouver en faisant somme des forces égale masse fois l'accélération. Donc ici, c'est un problème plus compliqué auquel on ne s'attardera pas. La résolution de ce problème-là dépasserait un petit peu le cadre de ce qu'on a à faire. Il commence à avoir beaucoup d'éléments, mais le diagramme des corps libres et l'identification des forces, ça, c'est définitivement à votre portée. La raison pour laquelle le problème est un petit peu plus compliqué ici, c'est qu'on va avoir des forces de frottement statiques, mais qui vont être couplées. Donc, je vais avoir ici ma force de frottement qui va apparaître à la fois dans mon équation pour mon deuxième et pour mon premier bloc. Donc, je me retrouve avec un système d'équations à résoudre. Plutôt que d'avoir une seule équation, il faut comme que je joue avec mes équations beaucoup plus. Mais encore une fois, le dessin, lui, devrait être assez facile à faire. Une autre chose à noter qui est intéressante, c'est le fait qu'ici, j'ai utilisé une notation où je parlais généralement juste de force exercée par un bloc sur un autre. Et non pas, vous remarquerez ici sur mon dessin, je n'ai indiqué aucune normale. Lorsque j'ai plusieurs objets qui interagissent comme ça les uns avec les autres, je trouve que la notation de normale n'est pas particulièrement appropriée parce que ça devient dur de dépatauger qu'est-ce qui va avec quoi. Par contre, il y a certaines forces là-dedans qui pourraient être qualifiées de forces normales, qui sont des forces qui résultent de l'action qu'un autre objet a fait sur nous. Par exemple, ma force ici, c'est définitivement une force normale. C'est mon bloc qui a appuyé sur le bloc d'en dessous et la réaction que le bloc d'en dessous m'a donnée, c'est ça ici. De la même façon, la force de S2, du sol sur S2, je le qualifierais aussi de normal. C'est le sol qui a réagi à la force que j'ai appliquée sur lui en me donnant une normale. Cependant, la définition commence à devenir un petit peu plus floue lorsque j'ai plusieurs objets comme ça qui interagissent les uns avec les autres. Entre autres, là, on pourrait se questionner à dire F1 sur 2, est-ce que c'est normal ou non? Donc, quel est l'objet qui a créé l'action? Quel est l'objet qui a créé la réaction? Pour cette raison-là, dès que j'ai quelque chose qui dépasse deux objets qui sont en interaction, donc à la verticale, ici, j'ai une série de 3 objets, je vais généralement laisser de côté la notation de normal. D'autres personnes pourraient décider de le faire. Il y a différents types de notation qui existent, mais je trouve que de simplement parler de force ici, c'est un petit peu plus facile que de commencer à se questionner à savoir qu'est-ce qui est une normale et qu'est-ce qui ne l'est pas.